Mesdames et messieurs, c'est un grand honneur pour moi donc de clôturer, si j'ai bien compris, le cycle des conférences sur la Grande Guerre ici, qui accompagne donc l'exposition que vous connaissez, qui est remarquable, sur la Grande Guerre vue par les combattants de Béziers et du département. Alors, vous pourriez peut-être vous poser la question, et cette question serait légitime, est-ce que réellement il y a un intérêt et une légitimité à étudier le contenu des manuels scolaires à propos de la Grande Guerre? On pourrait penser que ce que je vais vous dire, finalement, ça va reprendre un récit bien connu, qui correspond aux 4 années de guerre, à la bataille de la Marne en 1914, puis les offensives d'Artois et de Champagne en 1915, la bataille de Verdun, l'affrontement terrible de Verdun, 1917, l'année du chemin des dames et de la désillusion, de la crise, des mutineries, et 1918, l'année de la seconde victoire de la Marne et de la victoire définitive. Bon. Quand je vous aurais dit ça, vous pouvez penser que je n'aurais pas dit grand-chose que vous ne sachiez déjà. Donc, est-ce que réellement ma conférence a un intérêt? Et je vous rassure, je ne vais pas m'arrêter ici et vous dire qu'effectivement, elle n'a pas d'intérêt. Je crois qu'elle peut avoir quelque intérêt. J'en vois au moins 4. Le premier, c'est que on ne peut pas imaginer un seul instant, même quand on n'est pas un professionnel de l'histoire, que l'histoire n'est pas conditionnée, l'écriture de l'histoire n'est pas conditionnée par le contexte général dans lequel elle s'inscrit. Je pense que vous imaginez, sans même connaître le sujet, qu'on n'écrit pas de la même manière le récit de l'histoire de la Grande Guerre dans les manuels du Mallet-Isaac en 1923, en 1938, en 1953, en 1963 et encore aujourd'hui. Je veux dire que par là, les programmes, même s'ils se veulent évidemment objectifs, même s'ils se veulent neutres, essayant de laisser au vestiaire les passions et les interprétations partisanes, il est évident qu'au lendemain de la guerre, on va écrire, même les plus professionnels des inspecteurs d'histoire, des professionnels de l'écriture pédagogique et didactique, sont évidemment marqués, surtout quand ce sont des anciens combattants, parce qu'ils ont vécu, parce que leurs amis ont vécu, et ils sont évidemment, malgré eux, conditionnés par l'expérience terrible qu'ils ont subie. Et donc, étudier, en quelque sorte, la Grande Guerre dans les manuels scolaires, c'est étudier un révélateur, non seulement des passions françaises, mais aussi le révélateur, tout simplement, de l'écriture de l'histoire. Comment toute forme d'écriture de l'histoire, non seulement celle de la didactique, celle des manuels scolaires, mais aussi celle des universitaires, j'en suis un, et je peux vous dire qu'on est tous conditionnés, eh bien, c'est une manière de voir comment l'écriture de l'histoire, toute forme d'écriture de l'histoire, et qu'on le veuille ou non, que cela plaise ou non, que cela attriste ou réjouisse, peu importe, est conditionnée par le contexte dans lequel nous nous inscrivons chacun d'entre nous. Imaginez que l'écrivain, que l'historien, quel qu'il soit dans une tour d'ivoire dans laquelle il pourrait écrire indépendamment de ce qu'il a vécu, indépendamment du contexte, c'est évidemment aberrant, une absurdité. Je crois que l'histoire, l'écriture de l'histoire didactique, comme toute forme d'écriture de l'histoire, je le répète, n'est pas hors sol, elle n'est pas intemporelle, elle ne transcende pas toutes les conditions qui accompagnent son processus. Et je crois que c'est important. La deuxième raison, c'est que c'est aussi un révélateur, eh bien, tout simplement de ce que les hommes mettent dans un manuel scolaire, avec l'iconographie, avec leur propre passion, et le rapport avec l'université notamment, c'est quelque chose qui est très important. Est-ce que l'écriture de l'histoire didactique a un rapport et une continuité, a une relation avec l'écriture scientifique universitaire? Eh bien, c'est une question à laquelle je ne répondrai pas tout de suite, mais c'est une question qu'il faut se poser quand on étudie ce sujet. Il est évident que là aussi, comme l'écriture universitaire a son propre processus, eh bien, il est inévitable qu'il n'y ait pas un rapport. Troisième élément, et c'est peut-être le plus important, je crois que l'écriture de l'histoire didactique, la manière dont on raconte la Grande Guerre dans les manuels scolaires, c'est aussi une façon de voir comment fonctionne le couple franco-allemand. Et quand on pense que les relations franco-allemandes ont été marquées quand même pendant plus de 2 siècles, au moins pendant presque 2 siècles, par des guerres à répétition, ne pas oublier que la Grande Guerre n'est pas la seule, elle s'inscrit dans un continuum. On peut dire que si on veut étudier les relations franco-allemandes, il faut remonter à la guerre de 30 ans, à l'affrontement contre Frédéric II. Entre 1760, les années 1760 et 1963, la réconciliation définitive par le général de Gaulle et par Konrad Adenauer, il s'est passé 2 siècles. Et dans ces 2 siècles, eh bien, nous avons eu la guerre, l'affrontement avec Frédéric le Grand, nous avons eu les guerres révolutionnaires, nous avons eu les guerres impériales, le Jena, Auerstedt, l'occupation de la Prusse et de Jena par Napoléon. Il y a eu Waterloo, dans lequel les Prussiens ont joué un rôle important. Il y a eu l'affrontement de 10 en 70, et bien sûr 14-18, et encore 1940-45.
Donc, je crois que là aussi, c'est un bon observatoire, en quelque sorte, des relations franco-allemandes pendant au moins 2 siècles, et en tout cas pour la partie du XXe siècle. En fait, c'est tout simplement, je dirais, la dernière raison, c'est étudier aussi la manière dont nous nous reconnaissons ou nous ne nous reconnaissons pas dans l'histoire qui est racontée. Et là, l'actualité me ramène, ce que je dis là me ramène à une actualité tragique que vous connaissez. Parmi les réactions que vous avez entendues des jeunes de banlieue, on dit pourquoi on étudie la Grande Guerre aujourd'hui, pourquoi on étudie Louis XIV de Napoléon, pourquoi on ne parle pas de la marche des beurs de 83, pourquoi on ne parle pas des banlieues, ce qui se passe dans les banlieues, etc. C'est vous dire que quelque part, le récit de la Grande Guerre dans les manuels, c'est aussi une manière de raconter l'histoire d'une nation qui peut poser problème à certains. Est-ce qu'elle est compétente, est-ce qu'elle intéresse tout le monde dans notre nation? Et je veux dire qu'aujourd'hui, où nous proclamons à juste titre, nous sommes Charlie, je suis Charlie, eh bien, la question mérite effectivement être posée. Alors, ce n'est pas le sujet, je vous rassure tout de suite, et je vais venir tout de suite donc, à l'objet précis de ma conférence, c'est-à-dire comment ai-je travaillé pour présenter donc presque un siècle de mise en scène, de représentation de la Grande Guerre dans les manuels scolaires. J'ai travaillé sur une quarantaine de manuels, publiés par les plus importantes maisons d'édition, je pense à Hachette, je pense à Hatier, par exemple, en France, et le corpus que je vais étudier, je l'ai, disons, étudié sous l'angle des programmes. C'est-à-dire que je ne vais pas vous faire un récit en continu de ce que j'ai lu, parce que ce serait absurde, on retomberait dans cette chronologie que vous connaissez bien. Mais en revanche, je vais essayer d'examiner, en fonction des programmes, la manière dont on a voulu présenter au public jeune, puisque ce sont des manuels d'enseignement secondaire, classe de terminale, classe de première, sont des adolescents, presque entrés dans la vie adulte, qui sont concernés. Donc comment a-t-on voulu présenter la Grande Guerre, celle de leurs parents ou de leurs grands-parents, à des jeunes donc, qui ont vécu au XXe siècle, qui n'ont pas vécu la Grande Guerre directement, mais qui vont la prendre en quelque sorte par les mains. Donc les programmes, je ne vais pas insister, mais je vais dire quand même les grandes tendances. En gros, ça commence en 1923, c'est-à-dire à chaud, tout de suite après la guerre. Et de 1923 à 1953, c'est Jules Isaac, ancien combattant, qui va être celui qui va enseigner à la jeunesse, aux futures élites, puisque je vous rappelle que l'enseignement secondaire jusqu'aux années 50 s'adresse exclusivement aux élites. Il s'adresse aux héritiers et à une toute petite frange de boursiers. L'enseignement secondaire, pratiquement jusqu'aux années 30, est payant. Et même lorsque le cartel des gauches, avec Édouard Herriot lui-même, un boursier, va rendre gratuit l'enseignement, il n'en reste pas moins que les familles doivent toujours payer les livres et doivent payer éventuellement la pension, la demi-pension des élèves. C'est très coûteux. Donc, si l'enseignement primaire est gratuit et populaire, concerne l'ensemble de la nation, jusque dans les années 50, l'enseignement secondaire ne concerne qu'une fraction des futures élites. C'est important de le comprendre. Donc, Jules Isaac, en 1923, en 1938, en 1953, va raconter aux futures élites cette grande guerre. Et je rappelle, pour bien signaler qui est Jules Isaac, inspecteur général, ancien combattant de la Grande Guerre, mort en 1963, appartenant condisciple de Charles Péguy à l'école normale supérieure, il était comme lui un dreyfusard de premier plan, et visé par l'extrême droite parce qu'il est juif, et dont la famille, une bonne partie de la famille a été exterminée par les nazis entre 1940 et 1945. Il est évident que le regard de Jules Isaac est capital. Pour dire en un mot ce qu'a été Jules Isaac, je vous renvoie à Régis Debray dans ses souvenirs, disant l'histoire dans les années 50 de l'enseignement secondaire, c'était Malek Isaac. Je crois que Régis Debray a tout dit, parce qu'il a dit ça, l'importance, l'intelligence, la sensibilité de Jules Isaac ont formé des milliers de citoyens qui étaient les futurs élites. À partir de 1963, un nouveau programme s'élabore, qui va durer pendant 20 ans, jusqu'au début des années 80. Et il est évident qu'à partir de 1982, lorsque la gauche arrive au pouvoir, l'image de la Grande Guerre va changer. On verra sous quelle forme. Et ce programme va durer pratiquement pendant une trentaine d'années, avec des inflexions importantes dans les années 90, sur lesquelles je reviendrai. Enfin, je terminerai par la quatrième partie, c'est le programme qui est actuellement en cours depuis 2011 et qui, lui, a totalement bouleversé la vision que nous avons à la fois du XXe siècle en général et de la Grande Guerre en particulier. Un dernier point pour être bien compris, il est évident que la place de la Grande Guerre n'a pas été toujours la même au sein du XXe siècle. Jusqu'en 1982, on enseigne la Grande Guerre dans la classe de terminale, ce qui veut dire qu'elle a évidemment une place centrale. Et puis à partir de 1982, à cause de l'explosion de ce qu'on appelle l'histoire du temps présent, qui n'arrête pas de grandir et qui occupe une place de plus en plus importante, la Grande Guerre va être reléguée dans la classe de première.
Ça veut dire que par rapport à la classe terminale, par rapport à la Seconde Guerre mondiale, il est évident que la Grande Guerre n'occupe plus cette place quasiment matricielle qu'elle avait auparavant. Auparavant, pour le XXe siècle en classe terminale, le XXe siècle commençait en 1914 et s'achevait avec la victoire de 1945. Désormais, la Grande Guerre est plutôt reléguée dans une sorte d'entre-deux, puisque le plus souvent le programme de classe de première, depuis 1982 jusqu'à nos jours, jusqu'en 2011, avec des variations, occupe une place médiane entre la révolution industrielle des années 48 et le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Donc, elle n'occupe plus tout à fait la même place. Alors maintenant, commençons par le commencement, c'est-à-dire la première partie, ce que j'appelle le moment Jules Isaac, et bien sûr en image. Jules Isaac va donc rédiger le premier chapitre de la Grande Guerre en 1923, et vous imaginez que ce chapitre est écrit à chaud. C'est-à-dire que ce n'est pas un récit serein, ce n'est pas un récit objectif, c'est un récit qui est une méthode très violent, c'est un récit manichéen, il y a les bons et les méchants, les bons ce sont les alliés, c'est la France victime d'une agression d'un barbare, le barbare c'est le germain, c'est l'autrichien, c'est l'allemand, qui est totalement, entièrement responsable non seulement du déclenchement de la guerre, mais de toutes les horreurs, de tous les crimes qu'il a pu commettre, de tous les attentats contre les Belges, etc. Donc cette vision de l'histoire de la Grande Guerre en 1923 n'est pas une vision sereine, et je vous le montre à la fois par les textes et par les images. Constamment, Jules Isaac va montrer la responsabilité de l'Allemagne, et il va surtout montrer, avec des adjectifs très forts, que les Allemands, les Autrichiens, sont tout simplement des vandales, des barbares, qui ne respectent rien, ou plutôt qui ne respectent qu'une seule chose, la force, la brutalité, la violence. Et je commence par une première image qui est employée par Jules Isaac contre les Allemands. C'est le traité de la neutralité belge signé en 1839 par toutes les puissances européennes, et notamment par la Prusse. Et vous savez qu'en 1914, lorsque les Anglais vont déclarer la guerre à l'Allemagne, voyant que l'Allemagne est prête à entrer en guerre et à occuper la Belgique, les Anglais, à ce moment-là, sortiront de leur silence et vont invoquer la violation de la neutralité belge pour déclarer la guerre à l'Allemagne et se trouver dans le camp des Alliés de la France. Et à ce moment-là, le chancelier Bethmann-Hollweg aurait prononcé ces mots: pour un chiffon de papier, vous allez entrer dans une guerre mondiale, et c'est effectivement invraisemblable. Et Jules Isaac va donc montrer dans son livre, en 1923, le traité de neutralité à la Belgique, en disant, voilà, les Allemands ne respectent rien, ils ont violé le cœur léger, ce traité que leur représentant, Bülow, de sa signature en 3e position, derrière celle de Sébastiani, le français, eh bien, ils ont violé leur signature. Deuxième photo très forte, ce sont les halles d'Ypres, les halles marchandes de Ypres, donc des halles médiévales, un des monuments médiévaux les plus importants de la Belgique, qui a été brûlé, incendié, et Jules Isaac souligne que c'est volontairement que les Allemands n'ayant pas pu arriver à la mer avant les troupes françaises et anglaises, n'ayant pas pu tourner les troupes alliées par la mer, c'était la course à la mer qui s'est prolongée jusqu'à la fin de l'année 1914, et bien pour se venger de leur échec, ont incendié volontairement à la fois la ville de Louvain, les halles d'Ypres et la cathédrale de Reims, bien sûr, du côté français. Les motivations aujourd'hui sont moins claires que ne le disait Jules Isaac, mais il n'empêche que c'est évidemment un élément à charge contre les Allemands. Ça montre évidemment la barbarie, et Jules Isaac n'hésitera pas à parler des Huns, des Vandales. Il parlera également de la Grande Guerre comme une guerre, en rappelant les guerres médiques donc, qui ont opposé les Grecs aux Perses. Voici également une autre image forte, elle montre les destructions allemandes, c'est-à-dire qu'à la fin de la guerre en 1918, avec le repli général des troupes allemandes, eh bien, les Vandales, vous voyez, on peut le terme de vandalisme, les Allemands ont systématiquement détruit tout sur leur passage, y compris des usines ou des monuments qui n'avaient aucun objectif stratégique, et c'est la preuve donc de leur barbarie. On ne peut pas faire confiance à ces gens-là. Parmi également les griefs soulevés par Jules Isaac, il y a les exactions commises en 1914 avérées contre les populations belges. Les Allemands craignant des partisans, des francs-tireurs partisans, n'ont pas hésité à fusiller des civils, des femmes, des enfants, des vieillards dans les communes belges qu'ils avaient envahies. Et tout cela, bien sûr, est rappelé à charge dans les griefs contre les Vandales. Nous passons ici donc à la deuxième édition, cette fois-ci, c'est celle de 1938. En 1938, donc, Jules Isaac va reprendre de manière plus ample la description de la Grande Guerre. Et quand on feuillette le passage de 1938, le chapitre 1938, dans ce qui est devenu le Ballet Isaac, qui était
n'était pas encore en place en 1923, eh bien, on a l'impression que le point de vue de Jules Isaac n'a pas changé. Vous voyez ici, l'image que vous voyez ici, c'est la même que celle de l'édition précédente 1923. Donc on pourrait penser que le ton, l'esprit dans lequel Jules Isaac a raconté la Grande Guerre est le même. En réalité, les images sont les mêmes, ou presque les mêmes, mais le ton a profondément changé. Nous sommes 15 ans plus tard, la montée des périls s'est accentuée, nous sommes à la veille d'une Seconde Guerre mondiale que tous les esprits lucides voient, et Jules Isaac le premier, ancien combattant. Or, Jules Isaac, depuis les années 20, est devenu un croisé, le croisé de la réconciliation franco-allemande. Il a mis sur pied en tant qu'inspecteur général des rencontres très fécondes entre professeurs d'histoire allemands et français pour essayer justement de dépasser les haines. Si les images sont souvent les mêmes dans les deux versions, le commentaire de Jules Isaac, lui, n'est plus du tout le même. C'est désormais un commentaire de paix, un commentaire qui s'efforce de mieux comprendre et qui est débarrassé de tout ce jugement moral qui a encombré l'édition de 1923. Ce n'est plus un récit manichéen où se trouvent les bons, les alliés et les méchants, les germains, responsables de la guerre. C'est quelqu'un, un homme qui est lucide, qui voit arriver la guerre avec effroi, avec angoisse, et qui s'efforce de l'exorciser. Alors, bien sûr, la responsabilité de la guerre incombe toujours à l'Allemagne et à l'Autriche. Mais Jules Isaac s'efforce aussi de montrer le rôle des nationalismes avant la guerre. Il s'efforce de montrer la responsabilité de la mobilisation russe, qui a été très rapide, et qui est quand même responsable. Il montre aussi les atermoiements des Anglais, qui ont trop tardé à se prononcer, laissant entendre que si les Anglais avaient dès le départ pris position pour la France, l'Allemagne aurait peut-être hésité à se jeter dans la mêlée. Il ne peut pas assumer aussi les responsabilités de Poincaré lors de son voyage en Russie en juillet 1914, qui, semble-t-il, n'a pas freiné les Russes, même si dans ses mémoires il dit le contraire, mais au contraire les a encouragés à mobiliser. Donc, le ton a changé. Et désormais, même lorsque Jules Isaac évoque les destructions, les exactions allemandes, il le fait sur un autre ton. Regardons l'image, ça vaut la peine. L'image est la même, mais cette fois-ci, elle est commentée par les souvenirs d'un officier prussien, Ernst Jünger, que nous connaissons bien en France, avec François Mitterrand lui avait rendu visite à la fin de sa vie. Et Ernst Jünger, en tant qu'officier, dit qu'il la justifie, même si ça lui fait du mal, les exactions qui sont commises. Et Jules Isaac lui répond, cette fois-ci, ce n'est pas un jugement moral, c'est simplement un constat de bon sens. Ajoutons qu'il ne faut pas s'étonner si l'adversaire ainsi traité en éprouve quelques ressentiments. On n'est plus dans le jugement moral, vous le remarquez, manichéen du début. On est dans un dialogue de bon ton entre deux adversaires qui s'estiment. Et puis surtout, entre les deux éditions de 1923 et de 1938, Jules Isaac va innover dans sa méthode. Il va donner la parole aux historiens allemands. C'est-à-dire que lorsque, avant d'entrer dans le récit de la guerre, on est dans un chapitre introductif qui essaie d'expliquer pourquoi on est arrivé là, eh bien, après avoir expliqué pourquoi l'Allemagne et l'Autriche étaient responsables, Jules Isaac consacre plusieurs pages, je crois qu'il y a 5 pages consacrées en disant « Nous allons entendre le point de vue allemand ». Et il donne le point de vue, c'est-à-dire qu'il cite des extraits d'un manuel de terminal allemand dans lequel l'auteur allemand explique pourquoi l'Allemagne s'est défendue et que ce n'est pas elle la responsable, ce sont les Russes, ce sont les Français qui voulaient en découdre, etc. Alors, Jules Isaac simplement corrige en note, par exemple, lorsque l'auteur allemand dit qu'en 1913, la loi de 3 ans votée par le Parlement, effectivement, pour renforcer la puissance de l'armée française, eh bien, était interprétée, non sans raison, comme une menace par l'état-major allemand. Jules Isaac précise en note simplement que la France était si peu nationaliste et surtout si peu offensive vis-à-vis de l'Allemagne qu'au printemps 1914, les élections ont donné une majorité de gauche, majorité radicale, dont Jean Jaurès est tout de même un des parrains, un des patrons, il était à l'époque le vice-président du Parlement, et cette majorité était largement pacifiste et hostile à la loi de 3 ans. Donc il se contente juste de mesurer, on peut dire de minorer cette attaque de l'histoire allemande. Et pour le reste, c'est une énorme nouveauté. Et d'ailleurs, l'action française, l'extrême droite de l'époque, a attaqué Jules Isaac en disant « Mais Jules Isaac, ancien Dreyfusard, Jules Isaac juif, est évidemment un traître. Comme le capitaine Dreyfus était un traître, Jules Isaac ne peut être qu'un traître, puisqu'il ose donner la parole aux Allemands dans un livre qui s'adresse aux futurs ennemis. » J'ajoute que cette procédure de donner la parole aux Allemands, Jules Isaac va la renouveler en fin de chapitre lorsqu'on parle des exactions belges. Il n'en parle pas au début, en 1914, il en parle à la fin du chapitre de la Grande Guerre. Et là aussi, il va donner la parole aux Allemands qui vont justifier leurs exactions en disant qu'il y a des francs-tireurs partout, donc on a été obligé de se défendre. Et ensuite, il donne la parole à des historiens belges qui vont, eux,
dire non, il n'y avait aucun danger, personne n'a attaqué l'armée allemande, c'est en quelque sorte par violation du droit des hommes que les Allemands ont fusillé et ont commis des exactions monstrueuses. Donc, vous voyez comment le ton, même si les faits sont les mêmes, le ton a profondément changé chez Jules Isaac entre 1923 et 1938. Ce n'est pas le même récit, ce n'est pas les mêmes interprétations, et surtout, il y a une volonté chez lui de tendre la main aux Allemands pour essayer d'exorciser. Malheureusement, à partir de 1933, les nazis au pouvoir, les rencontres entre historiens français et allemands vont s'estomper, les nazis s'opposant totalement à ce qu'on revoit, bien entendu, on ne peut pas accepter que le point de vue français soit pris en compte en Allemagne, et ils ont mis fin à ces rencontres et ne reprendront qu'après la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire après 1950. 1953, Jules Isaac n'innove pas, la troisième version de son livre va reprendre les arguments de 1938, simplement, en 1953, on ne parlera plus des exactions, ces images-là disparaîtront. J'ai du mal à interpréter. Est-ce que c'est tout simplement parce que Jules Isaac a repris son bâton de pèlerin, malgré les souffrances personnelles? Sa femme a disparu à Auschwitz, ses deux enfants, ses deux fils ont été déportés, sont revenus parce qu'ils étaient plus jeunes et plus costauds, mais ont beaucoup souffert. D'autres membres de sa famille ont disparu dans l'enfer concentrationnaire. Alors, est-ce que c'est une volonté de reprendre son bâton de pèlerin pour essayer désormais d'exorciser et de réconcilier définitivement? C'est possible. En quelque sorte, il anticipe ce que le général de Gaulle fera 10 ans plus tard avec le traité franco-allemand. Une autre raison peut-être, les deux d'ailleurs ne sont pas incompatibles, c'est que par rapport aux horreurs de la Seconde Guerre mondiale qui ont touché dans sa chair Jules Isaac, il est possible que les exactions qui sont commises là et qui concernent le matériel passent au second plan par rapport à l'horreur de la Seconde Guerre mondiale. Je pense que les deux raisons, sans doute, chez Jules Isaac, se cumulent. Venons-en maintenant à notre deuxième partie, c'est-à-dire alors, dernières images de Jules Isaac. Bien entendu, l'ancien combattant rend hommage à ses camarades de combat. Dès 1928, hommage aux combattants de Verdun. C'est une image que nous retrouverons bien sûr tout au long de la conférence, c'est évident. Hommage à ces gens qui ont tenu dans des conditions inhumaines. Et le livre de Jules Isaac en 1923 se termine par cette image qui sera reprise aussi, c'est-à-dire la tombe du soldat inconnu qui symbolise les sacrifices de la France entre 1914 et 1918. Nous passons maintenant au programme du début des années 60. Et comme je vous l'avais dit, en 1962, dans les manuels, la Grande Guerre est le début et la matrice des conflits du XXe siècle. Donc, la couverture va résumer ce propos. Nous avons donc là la couverture qui va résumer, première image des combats de 14-18, l'artillerie française en Champagne en 1915, les défilés des troupes d'assaut allemandes. Ce n'est peut-être pas encore la guerre, mais en tout cas c'est juste quand le parti nazi est en train de se mettre en place. Enfin, les bombardements sur l'Allemagne par les Alliés. Et enfin, image d'espérance, dernière image, dernière séquence, c'est la reconstruction, les 30 Glorieuses, puisque nous sommes au cœur des 30 Glorieuses à ce moment-là. La France, et comme l'Europe, est sortie du cauchemar. La construction européenne donne des résultats tangibles. Et donc on peut penser que là, vous avez un bon résumé qui montre comment, après le début catastrophique et sanglant, l'Europe est sur la bonne marche et sur la bonne voie de la construction européenne et donc de la réconciliation. Nous sommes dans les années 62-63 au cœur de cette réconciliation voulue à la fois par Charles de Gaulle et par Konrad Adenauer. Je vous rappelle qu'en 1962, il y aura des rencontres à Reims. Et le choix de Reims, évidemment, n'est pas innocent dans ce cas-là. Et l'année suivante, en 1963, ce sera la signature, en janvier 1963, du fameux traité franco-allemand de réconciliation et de coopération. Alors, le programme de 1962-1963, en quoi innove-t-il par rapport au précédent? Je dirais qu'ils reprennent le programme de Jules Isaac en 1953, mais cette fois-ci débarrassés de toute acrimonie par rapport à l'Allemagne. Alors, ne nous faisons pas de contresens. Dans ces manuels de 62-63, c'est une vision tout à fait classique de la Grande Guerre. Les Allemands et les Autrichiens sont considérés comme des responsables majeurs de la crise, même si quand même il y a des nuances. On souligne que la mobilisation russe porte une responsabilité. On souligne aussi que les nationalismes qui se sont déchaînés au début du siècle, et bien sûr le nationalisme français en fait partie, sont aussi responsables, que les atermoiements anglais sont aussi responsables. Disons qu'on souligne la responsabilité allemande, mais sans pour autant faire peser une responsabilité morale à l'Allemagne. Ce qui se dégage de ces chapitres, c'est l'idée d'un enclenchement qui a dépassé tout le monde. Personne ne voulait la guerre finalement, mais l'enclenchement des alliances, cette espèce d'engrenage terrible qui fait que l'alliance entre la France et la Russie,
l'alliance entre l'Allemagne et l'Autriche ont eu des conséquences catastrophiques dont les responsables n'avaient peut-être pas conscience lorsqu'ils se sont lancés dans la guerre. Donc, l'Allemagne n'est pas mise au banc des accusés. On constate simplement que, en donnant son blanc-seing à l'Autriche, elle porte quand même de lourdes responsabilités. Sinon, pour le reste, on trouve tous les éléments classiques sur lesquels je ne vais pas insister, puisque vous les connaissez. Le général Joffre, critiqué pour avoir quand même laissé l'armée française partir avec des pantalons rouges, pantalons Garance, qui étaient évidemment, qui en faisaient des cibles extraordinaires, est critiqué, mais on souligne évidemment que c'est grâce à son sang-froid qu'il a gagné la bataille de la Marne. On repart des taxis de la Marne, même si tous les manuels n'en parlent pas, et on fait un récit classique découpé en autant de chapitres qu'il y a l'année de bataille, c'est-à-dire 14, c'est l'année de la Marne et de la course à la mer, le début des tranchées, 1915, c'est les offensives d'Artois et de Champagne qui ne donnent rien, 1916, c'est bien sûr le sacrifice de Verdun, hommage au poilu de Verdun, 1917, l'année terrible. On parle, j'en dirai un petit mot plus tard, quelques mots, alors qu'auparavant, on n'en disait quasiment rien, on en parlait, on disait en une ligne, on parle des mutineries, mais c'est vraiment très rapide. C'est vraiment très rapide. Et ensuite, 1918, bien sûr, l'année de la victoire. Donc, c'est un chapitre tout à fait classique qui est donné, mais qui déjà, par rapport au précédent, évidemment, montre qu'il n'y a pas d'acrimonie par rapport aux anciens combattants allemands. On est en train de reconstruire l'amitié franco-allemande, et on voit visiblement le contexte général montre bien son influence. Pendant pratiquement 20 ans, jusqu'au début des années 80, c'est ce qui sera enseigné dans les manuels d'enseignement secondaire. Et je passe à mon troisième partie, parce que c'est là le plus important. C'est là que les choses vont réellement changer dans l'interprétation des événements. Alors voici par exemple une image qui peut paraître frivole. C'est une caricature qui est reprise par un manuel des années 82. Ça montre donc des gens très élégants, la grande bourgeoisie à Paris sans doute, en train de prendre le thé, et donc une femme qui parle de dire qu'à 80 km de là, des gens s'entretuent, et en chœur, à l'amende, vous avez parlé de la guerre. Bon, donc c'est un ton très frivole. Et ça montre une des premières réalités de changement de ton qui sera amplifiée jusqu'à nos jours. Le contraste saisissant entre le front et l'arrière. On montre bien par là que autant les poilus en bavent dans les tranchées, autant à l'arrière, les civils, ce qu'on appelle les civils, cela coule tous, sans avoir de manière totalement inconsciente et sans avoir conscience du drame, de la tragédie qui se joue à quelques kilomètres de chez eux. On est en train, dans ces manuels à partir des années 80, de remettre en cause, je dirais, la version héroïque. Non pas que les poilus ne soient pas héroïques, bien au-delà, mais on est en train de remettre en cause cette idée d'une union sacrée, tout est très bien, l'état-major a bien fonctionné. Non, tout ça est en train d'être remis en cause et en question par des images parfois saisissantes ou par des textes très critiques. Voici déjà une image sur laquelle je reviendrai plus tard, mais auparavant, quels sont les principaux changements dans les manuels qui vont être en usage pendant une vingtaine d'années, donc des années 80 jusqu'au début des années 2003-2007. C'est surtout à la fin des années 90, au début des années 2000, que les choses ont beaucoup changé, plutôt en amplifiant ce qui a déjà été suggéré et dit dans ces années 80. La première, c'est qu'on va remettre en cause, la remise en cause, c'est d'abord les origines et les responsabilités de la guerre. Je vous l'ai dit, encore en 62-63, même s'il n'y a plus d'acrimonie, on est en train de se réconcilier avec les Allemands et les Autrichiens portaient la majeure partie de la responsabilité de la guerre. Et on le disait d'un seul mot, c'est la faute à Guillaume. Bon. En 1982, les auteurs soulignent que désormais, même s'ils montrent bien comment l'Allemagne a eu tort de couvrir l'Autriche jusqu'au bout, et même de l'encourager à vouloir se venger de la Serbie, on souligne de manière très claire en conclusion que les responsabilités sont partagées. Et j'insiste sur le mot, c'est celui qui va revenir constamment jusqu'à nos jours. Certes, l'Allemagne et l'Autriche sont sans doute les déclencheurs, mais parmi les responsables, d'abord les nationalismes, déchaînés depuis le début du XXe siècle, dans lequel les Français ont leur part de responsabilité. Il y a aussi, bien sûr, la Russie qui a mobilisé trop tôt, et puis il y a les intermoments anglais, et aussi Poincaré, qui est mis en cause parce qu'on l'accuse d'avoir encouragé les Russes lors de ce fameux voyage de juillet 1914. Vous le savez comme moi, Poincaré, dans ses mémoires, a essayé de se disculper en disant qu'il avait plutôt modéré et freiné l'ardeur des Russes, mais ça n'a convaincu personne. Et aujourd'hui, on est convaincu que Poincaré n'a pas fait grand-chose. S'il n'a peut-être pas encouragé, en tout cas, il n'a rien fait, semble-t-il, pour les modérer. Donc, les responsabilités, la conclusion qui va revenir, qui ne changera plus, c'est que les responsabilités de la Grande Guerre sont partagées.
Et ça change complètement la donne, je dirais, par rapport au reste. Deuxième élément par rapport au mythe qui était encore véhiculé dans les années 60. Dans les années 60, on retrouve les taxis de la Marne. Bon, les historiens disent aujourd'hui qu'ils n'ont pas joué un grand rôle, en tout cas ils n'ont pas joué le rôle qu'on a voulu leur prêter. Et surtout, ce mythe qui revient constamment dans ces années 60 encore, cette idée d'un départ en fanfare des soldats pour le front. On parle même d'une guerre, non pas fraîche et joyeuse, mais en tout cas, les soldats sont partis heureux, dans la liesse, et acclamés par les populations civiles. Or, cette image est remise totalement en question. On souligne le contraste en disant qu'il y a eu peut-être effectivement un certain enthousiasme lors du départ à la gare de l'Est à Paris, c'est possible, mais que le contraste est saisissant entre l'attitude de Paris et la province. Et en province, on dit que c'est plutôt la stupeur, l'étonnement, l'inquiétude, l'angoisse qui ont dominé. Et on souligne souvent le mot de Marc Bloch, que je cite de mémoire, les hommes n'étaient pas heureux, ils étaient résolus, ce qui est beaucoup mieux. Résolution, détermination, oui. Enthousiasme, non. Et parfois même, au fur et à mesure qu'on avance, dans les années 90-2000, eh bien, l'image va servir de pédagogie. L'auteur du manuel souligne à l'intention de ses jeunes lecteurs que certes, vous avez des gens enthousiastes qui acclament les poilus, mais la photographie a en quelque sorte éternisé en fixant ces moments. Or, très vite, ce n'est pas l'enthousiasme qui domine, c'est la crainte, c'est l'angoisse. Et ce n'est plus du tout cet enthousiasme que vous voyez. Donc, on fait de la pédagogie sur l'image. On dit attention, ne vous laissez pas tromper par quelques instants enthousiastes qui ont été suivis très vite par une inquiétude et une angoisse qui ont dominé dans les villes et dans les campagnes. Donc, on remet en cause ce mythe. Troisième élément très important, le mythe de Joffre en prend un sacré coup. Non seulement parce qu'il a laissé les poilus aller se faire massacrer dans les plaines du Nord avec ses tenues garantes, mais d'abord parce que, alors que Poincaré lui avait fait remarquer qu'il aurait dû donner des casques à ses soldats, il a répondu avec des involtures, mais les casques ils n'ont pas besoin, on sera à Berlin, ils n'ont pas besoin des casques. Bon, la suite a montré que malheureusement, ils en avaient bien besoin. Ensuite, parce que surtout, on pointe du doigt toutes les erreurs gravissimes d'état-major. L'armée française, dans les manuels précédents, ont vanté le 75, mais le 75 est une artillerie légère, qui intervient sur le front même, alors que les Allemands avaient une artillerie très lourde qui était à l'arrière du front et qui a écrasé les premières lignes françaises. On souligne que l'armée française ne s'était pas dotée d'une artillerie lourde et que là encore l'état-major est responsable. Au Parlement, lorsque les députés s'étaient inquiétés de l'absence d'artillerie lourde, eh bien Joffre avait répondu, ou son représentant, que ne vous inquiétez pas, avec notre 75, nous sommes à l'abri de toute surprise, on aura vaincu les Allemands, on n'a pas besoin d'artillerie lourde. Bon, et surtout que Joffre, alors qu'il connaissait pratiquement le plan Schlieffen, n'a tenu aucun compte et a foncé en Lorraine de manière désespérée, sans tenir compte de l'énorme avantage de l'armée allemande avec son artillerie, avec ses réserves, etc. Donc on pointe du doigt, Joffre n'est plus le héros qu'il était dans toutes les éditions précédentes, y compris chez Jules Isaac, mais on montre quand même que ces erreurs auraient pu coûter tout simplement la victoire. Et que le grand homme, s'il y en a un, c'est plutôt Gallieni, qui par sa lucidité a vu la manœuvre qu'il fallait effectuer, et Joffre est simplement crédité de son sang-froid qui a réussi la manœuvre, mais en réalité il est mis en cause. Donc, autre élément très important, à partir des années 80, c'est désormais la remise en cause du bourrage de crâne, de la politique de propagande mise en place par la presse pour faire croire aux Français que sur le front tout allait bien, alors que les Allemands étaient aux portes de Paris. Et ce bourrage de crâne s'est fait évidemment avec l'assentiment, avec même l'obligation, sous l'ordre de l'état-major. Là encore, Joffre est pointé du doigt, et avec l'état-major, parce qu'on a voulu tenir les Français éloignés de la vérité, et ça aurait pu coûter très cher. Donc vous voyez, pour toutes ces raisons, les manuels des années 80 vont considérablement transformer l'image que nous avions quant au taxi de la Marne, ils sont considérés comme quantité négligeable. Alors, on voit apparaître aussi une image que je signale, parce elle est juste à présent en 82, et j'ai bien vérifié le manuel, c'est 82. Elle est simplement suggérée, mais elle va être amplifiée avec une autre beaucoup plus d'importance dans les années 90 et 2000. Mais je la signale parce que ça commence déjà en 82. Ce parallèle terrible entre, à gauche, les éparges, vous savez que Maurice Genevoix a été grièvement blessé aux éparges en 1915, c'est tout près de Verdun, et puis Buchenwald en 1945. C'est ce qui va devenir la règle à partir des années, fin des années 90 ou des années 2000, cette idée que la Grande Guerre n'est pas seulement la matrice de toutes les guerres du XXe siècle, elle est la matrice des horreurs de masse, des massacres de masse qui vont dominer évidemment la Seconde Guerre mondiale. Alors, ce n'est pas
une généralité, ce n'arrive pas tout le temps, mais c'est un élément qu'il faut prendre en compte parce qu'il est déjà présent. Voici aussi des images qui apparaissent déjà, qui n'étaient pas présentes parce qu'on ne voulait pas non plus choquer les enfants, les adolescents, des images de meurtres, de masse, de massacres, de cadavres. Jusqu'alors, l'image que nous avions, jusqu'aux années 80, c'était l'image héroïque qu'on a vue de Verdun, qui était très dure, mais elle montrait des hommes vivants, elle ne montrait pas de cadavres. L'image que nous avions, c'était celle-là. C'est-à-dire les poilus héroïques prêts à l'assaut, mais on montrait rarement, même quasiment jamais, ce qui suit l'assaut, c'est-à-dire cela. Les cadavres, une génération fauchée par la guerre, et l'image tirée d'Abel Gans, J'accuse, où c'est qu'à la fin, cette image saisissante, où les corps sortent de leur tombe pour exorciser le retour d'une guerre, etc., qui est une image évidemment très forte. Abel Gans avait fait évidemment un chef-d'œuvre. Mais dans les manuels antérieurs aux années 80 ou 90, on ne le montrait jamais. Donc je reviens en arrière. Voici donc les premières images de cadavres. Voici aussi un manuel des années 80 que je montre exprès, et Le Monde contemporain, 1914-1945. Eh bien, c'est une façon aussi, nous sommes désormais en classe de première, donc la Grande Guerre n'est plus enseignée en classe de terminale, mais c'est pour montrer quand même que là aussi il y a une hiérarchie qui s'impose. La Seconde Guerre mondiale prend la place comme importance de la Grande Guerre. La Grande Guerre est bien sûr le début, mais on insiste plus. Déjà dès la couverture, vous le voyez, la Grande Guerre n'a pas toujours la même position. Elle la retrouvera cependant un peu plus tard, dans les années 90. Ici, c'est le poilu qui fait la couverture, parce que désormais, on va revaloriser, je vais y revenir dans un instant. Voici donc les images qui vont apparaître à partir des années 90. C'est l'idée d'une guerre de masse, de massacre de masse, et on change complètement de registre désormais. On peut dire que dans les manuels de 1997, et ce sera amplifié encore en 2002, 2003, 2007, eh bien, on va voir apparaître tout simplement la conséquence de l'influence des travaux universitaires sur les manuels d'enseignement secondaire. Jusqu'à présent, les manuels étaient plutôt rédigés par des inspecteurs généraux, ou des inspecteurs académiques, comme Jules Isaac avait été inspecteur général, mais rarement par des universitaires qui commençaient à peine leur carrière. Et puis dans les années 60, de toute façon, le travail universitaire n'était encore qu'au début. La première thèse, je crois, sur la Grande Guerre n'apparaît qu'en 1965. Il faut progressivement que les archives s'ouvrent. Et c'est seulement à partir des années 80 et surtout des années 90 que l'on va voir le vocabulaire, que l'on va voir les trouvailles de la recherche universitaire rejaillir dans l'enseignement secondaire. Et un concept qui apparaît, c'est Stéphane Aubin-Rousseau et ce qu'on appelle l'école de l'historial de Péronne, qu'il a mis en valeur. Vous connaissez tous ces travaux, bien sûr, de Stéphane Aubin-Rousseau, sur lesquels je n'insiste pas, qui va mettre à l'honneur donc ce terme, c'est la brutalisation de la guerre. C'est-à-dire que désormais, le statut du soldat va changer. On a vu jusqu'à présent une vision, celle de Jules Isaac à Verdun, celle des manuels des années 60, la vision d'un poilu héroïque. Eh bien, le fait de la brutalisation, c'est-à-dire de la souffrance de masse que vont connaître les troupes en première ligne pendant toute la durée de la guerre, va amener le statut du soldat à changer. Ce n'est plus, c'est un héros bien sûr, mais c'est surtout une victime. On va passer du statut de héros à la victime donc d'une vie inhumaine dans les tranchées. Même quand le soldat ne se bat pas, eh bien, il est affronté, il va se battre contre les rats, contre l'eau, contre la souffrance, contre la peur, etc., contre les mines, et c'est donc une victime qui va remplacer en quelque sorte le héros debout que nous avons vu précédemment. Et donc, les images vont se multiplier dans les années 90 de cette victimisation, de cette brutalisation de la guerre. Vous avez ici une image de cadavre, une génération fauchée par la guerre, ce qui n'apparaissait jamais auparavant. Ici, on essaie aussi de donner en quelque sorte à l'élève, de le placer dans les conditions du combat lui-même. Et vous avez ici une photo extraordinaire qui montre donc l'assaut des soldats écossais qui vont partir à l'assaut, ce qui permet en quelque sorte à l'élève de se rendre compte de la difficulté qu'il y a à sortir de la tranchée, passer sur le parapet et d'aller affronter les mitrailleuses, les grenades, les crapouillots, etc. Donc on essaie de montrer quelles ont été les conditions du combattant pour que l'élève prenne conscience des souffrances inhumaines qu'il va en quelque sorte vivre dans son corps, et le corps du soldat va devenir en quelque sorte la priorité désormais dans ce récit. Et d'ailleurs,
la priorité aussi bien pour les combattants alliés que pour les combattants allemands. Désormais, on ne fait plus de différence. La souffrance de masse touche aussi bien les Français, les Britanniques, que les anciens adversaires allemands. Ils sont tous logés à Émancel. Ici, une image terrible, hécatombe quotidienne en Champagne. C'est pour illustrer en quelque sorte les propos terribles de Joffre qui disait « je les grignote » quand il avait conquis quelques kilomètres qui étaient reperdus aussitôt après. Et ce grignotage avait malheureusement abouti à la mort de pauvres bougres, de milliers de pauvres bougres qui étaient tués pour rien. Et donc là, on montre avec ces photos terribles de cadavres à quoi ont abouti ces massacres pour rien. Ces massacres totalement vains, puisque le terrain acquis à un moment donné était reperdu quelques temps après. Voici également une image très forte, c'est celle de donc, les hécatombes et la guerre totale. Le terme va venir désormais, la guerre totale, et pour bien montrer l'importance de guerre totale avec ses conséquences économiques, fabrication des obus, fabrication du matériel, eh bien, on montre cette montagne de douilles après une bataille. La guerre a non seulement un coût humain faramineux, mais a aussi un coût économique énorme. Ici, vous avez également une première partie, c'est l'offensive du chemin des dames qui va aboutir à un échec total, sanglant. C'est 100 000 morts pour rien. Et en parallèle, cette image terrible, ces deux images se trouvent en parallèle sur les pages qui se font face d'un manuel. À gauche, je suis obligé pour des raisons de présentation de les mettre les unes après les autres, mais il faut imaginer que cette image est en vis-à-vis de la précédente. C'est que vous avez, pour l'élève, deux images terribles, celle donc du chemin des dames dont il sait, même si l'image ne le montre pas, on pourrait penser qu'avec ces lance-flammes, on va partir à l'assaut des troupes allemandes, ça ne sera pas le cas, vous savez, ce sera un échec total et un échec sanglant. Et ici, vous avez cette image terrifiante, 1945, la découverte du système concentrationnaire nazi. C'est-à-dire qu'on revient, et là cette fois-ci avec beaucoup plus de force qu'en 1982, nous sommes dans un manuel de 2003, eh bien, il y a cette idée que la Première Guerre mondiale, par ces massacres de masse, va être à l'origine des massacres de masse à un niveau inouï, jamais connu dans l'histoire, que sont bien sûr les camps d'extermination et leurs victimes. Autre image terrible qui est montrée ici, d'une part à gauche, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est l'importance de la propagande par les affiches qui est stigmatisée, mais surtout cette image bouleversante où l'on voit des poilus totalement blasés par la mort qui déjeunent en 1915 sur des cercueils de leurs camarades. Alors c'est une image qu'on montre pour la première fois, là encore au début du XXe siècle. Cette image, je la connaissais parce qu'elle a été montrée par Paris Match. Paris Match en 1964 a fait toute une série de reportages, de dossiers extraordinaires sur la Grande Guerre pour fêter le 50e anniversaire, alors que encore des grands chefs sont encore vivants et que beaucoup de poilus sont encore survivants, que la France est dirigée par un ancien officier de la Grande Guerre, Charles de Gaulle, et cette image était présentée par Paris Match. Je me souviens l'avoir vue quand j'étais gamin, elle m'avait beaucoup choqué à l'époque. Mes parents avaient dû m'expliquer pourquoi une chose pareille était plus sérieuse, je ne comprenais pas, j'étais traumatisé par cette image. Et cette image apparaît donc dans un manuel scolaire, mais elle apparaît beaucoup plus tard, elle apparaît quasiment 40 ans plus tard. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus tard qu'on la voit dans un manuel. Là encore, cette volonté de montrer à quoi ont abouti ces massacres de masse, cette omniprésence de la mort dans le quotidien des soldats. Là aussi, une autre image qui va revenir constamment, celle des blessés, des mutilés. Tous les poilus n'ont pas été tués, heureusement, mais beaucoup ont été mutilés et se retrouvent donc sur ces petites voitures. Moi-même enfant, et beaucoup d'entre vous l'avez vu aussi, ont connu dans leur enfance ces poilus blessés et réduits à être souvent, je me suis encore gardien de musée, etc., retrouvé des affectations, ils pouvaient malgré tout rendre service tout en étant mutilés. Et puis cette image terrible aussi, qu'on ne voyait jamais auparavant, c'est-à-dire l'arrivée des cercueils dans l'ossuaire de Douaumont, lors de son inauguration dans les années 20. Je reviendrai sur ces images un peu plus tard. Autre image, toujours dans cette image de brutalisation, c'est là aussi montrer quelles ont été les images censurées. C'est un peintre anglais, donc Nivenson je crois, qui avait exposé dans un salon de Londres cette image terrible qui montre des cadavres, et le tableau a été censuré. Je crois que l'ordre a été donné par l'état-major britannique de sortir ce tableau du salon. On ne voulait pas toucher au moral, faire atteindre au moral de la population en montrant des images aussi fortes et qui pouvaient démoraliser effectivement par des cadavres de soldats britanniques en 1917.
Et je dirais que le sommet de cette brutalisation et de cette victimisation du soldat, c'est la reproduction qui apparaît très souvent dans les manuels des années 1997-2003, 2007, c'est-à-dire le début du XXe siècle, où on va assimiler, vous avez ici, c'est un triptyque très célèbre du peintre Otto Dix, ancien combattant lui-même, qui a voulu dénoncer l'horreur de la guerre, et on va montrer, il y a ici bien sûr, on peut faire un arrêt sur l'image, ce que les auteurs de manuels font bien sûr, c'est d'une part montrer la source du tableau, c'est le fameux rétable d'Issenheim de Matthias Grunewald. Effectivement, Otto Dix s'est inspiré de ce tableau qui à l'époque était peu connu et qui était conservé à Colmar, donc dans une ville occupée par les Allemands, l'Alsace faisant partie du Reich. Donc Otto Dix s'est inspiré volontairement du retable d'Issenheim, et l'idée qui est derrière ce tableau d'Otto Dix, c'est tout simplement d'assimiler le poilu au Christ souffrant. C'est une vision d'un Christ laïcisé, d'un Christ au outrage, qui est ainsi représenté. Du côté français, nous avons aussi l'équivalent, je ne l'ai pas dans mon tableau, mais je l'ai apporté, je vous en montre l'image. C'est le célèbre tableau de Marcel Gromer, qui est conservé au musée d'art moderne de la ville de Paris, et qui montre lui aussi le poilu, avec une vision héroïste, disons de souffrance, qui peut le faire assimiler également. Je ne retrouve pas l'image, je m'excuse. Et en tout cas, on a la même image donc avec Romer. Le poilu est devenu donc le Christ de l'histoire, le Christ au outrage par ses souffrances. Alors, nous passons maintenant à un second thème qui va se développer également dans ces idées, c'est la dénonciation du bourrage de crâne. On l'avait déjà fait en 82, mais désormais ça prend une plus grande ampleur. Et on montre que ce système fonctionne aussi bien du côté allemand que du côté français. Donc vous avez ici, mis en parallèle, deux affiches. L'une qui montre donc ministère de l'Agriculture semer les pommes de terre pour les soldats pour la France, et l'autre, c'est une affiche britannique qui assimile l'anglais à des 1 d'Attila. Je pense que je n'ai pas besoin de vous traduire l'affiche, ça se passe de traduction et de commentaires. Autre image, la propagande des enfants dans la guerre. On va dénoncer aussi ce bourrage de crâne. Vous avez un enfant qui demande à sa mère, dit maman, oui c'est ça, c'est la petite fille qui dit maman, achète-moi le Bosch pour le casser. L'enfant soldat. Donc on montre comment de manière... Et vous avez remarqué aussi derrière que les poupées sont des poupées alsaciennes, avec le fameux nœud alsacien pour évidemment entretenir l'idée que l'Alsace est française et que le but de la guerre c'est bien sûr de récupérer l'Alsace. Autre image qui va apparaître, c'est la construction du souvenir. Désormais, on arrive à ce paradoxe dans les manuels des années 1997, 2002, 2003, c'est que si le soldat est la victime principale, eh bien de plus en plus, on parle de plus en plus du soldat et on parle de moins en moins des chefs militaires. Par exemple, dans un manuel de 1997, quand on parle de la bataille de la Marne, eh bien Joffre n'est même pas cité. On parle de l'héroïsme des soldats, mais on ne parle plus de Joffre. Et souvent, c'est à la fin du manuel qu'on rejette en quelques notices biographiques les principales figures biographiques du camp français et du camp allemand. Et le plus souvent, du côté français, c'est Clémenceau et Foch, et du côté allemand, c'est Guillaume II et c'est Ludendorff. Mais on ne voit pas apparaître Joffre, on a l'impression qu'à la fin des années 90, Joffre, qui était pourtant célébré encore dans les années 60, a totalement disparu de la circulation. Et Clémenceau a un statut ambigu. C'est le père de la victoire, mais ici il est présenté non pas comme le père de la victoire, et vous marquez le commentaire, une grande figure républicaine qui continue d'être honorée. C'est-à-dire qu'on montre en quelque sorte comment, après la guerre, et après que Clémenceau ait quitté le pouvoir, puisque vous savez qu'il n'a pas été élu président de la République comme il le souhaitait en 1920, eh bien, les timbres, les statues vont commémorer son souvenir. Donc là, ce n'est pas le chef de guerre qui est commémoré, c'est la commémoration de Clémenceau comme chef de guerre qui entre dans la construction de la mémoire de la guerre. Et donc c'est après la brutalisation, après la dénonciation de la propagande, le troisième thème qui apparaît le plus souvent dans ces manuels, c'est la construction d'une mémoire de guerre, avec beaucoup d'importance accordée aux monuments morts. Ça commence à apparaître un petit peu dans les années 80, mais ça ne cesse de s'amplifier, et je pense que la raison est très simple, c'est que 1984, Pierre Nora va publier les premiers volumes de ses de mémoire, que vous connaissez tous, et bien au fur et à mesure que la France entre dans la commémoration d'où elle n'est jamais sortie, commémoration de la Grande Guerre
commémoration de la Révolution française en 89, commémoration au jeu de la Grande Guerre, eh bien, les manuels scolaires vont refléter, vont exprimer aussi ce souci de commémoration, ce souci de mémoire, et en montrant que les principaux lieux de mémoire, le terme est employé explicitement dès la fin des années 90, eh bien, ce sont les cimetières, ce sont les monuments aux morts, ce sont les mémoriaux, par exemple ceux de Verdun, les musées, etc., consacrés aux poilus. Et donc vous avez ici un bel exemple, et là aussi, j'insiste sur ce fait que désormais on ne fait plus de différence entre la mémoire française et la mémoire allemande. À gauche, vous avez un monument aux morts celui de Magdebourg, réalisé par un des grands sculpteurs allemands Ernst Barlach. À droite, vous avez un monument aux morts et un monument aux morts pacifiste, puisque c'est une veuve entourée de ses enfants qui déclare la guerre à la guerre. Que maudite soit la guerre. Et vous savez qu'il y a plusieurs monuments en France, notamment dans la région parisienne, où l'on voit une femme, la mère montrant le nom de son père inscrit au monument aux morts, et le fils, de désespoir, brise une épée sur son genou. Bon. Donc, ce sont des monuments morts qui vont être contestés, il y aura des débats au Parlement, et dans les Landes, par exemple, un monument aux morts qui était fait par une municipalité communiste, qui dénonçait la guerre, eh bien, a été détruit sur l'ordre du gouvernement, après un débat très vif au Parlement. C'est vous dire que dans les manuels, on est sensible à cette construction d'une mémoire qui se fait entre 1920 et 1925. Voici de nombreux monuments aux morts, avec des monuments aux morts bretons, où l'on rappelle que les commentaires sont faits en breton. Il y a aussi des monuments aux morts en basque, écrits en basque. Et ici, un peu le symbole, c'est la France pleure ses morts, la France en deuil, avec peut-être une ambiguïté. Est-ce que la femme est une religieuse? Est-ce que c'est une infirmière? Est-ce que c'est une vision d'une piéta laïque, c'est-à-dire la vision de Marie portant sur ses genoux le Christ mort? Et vous savez que Paul Dardet, le grand sculpteur Dardet de notre région, qui a réalisé cet extraordinaire monument aux morts de l'Odève, a fait dans la région de l'Odévois plusieurs monuments aux morts où l'on voit la République ou la France portant sur ses genoux le soldat mort, comme la mère du Christ, la Marie, porte sur son corps le corps du Christ mort. Donc il y a une volonté là aussi de montrer la souffrance de la nation à travers ces monuments. Construction du monument de la mémoire, c'est bien sûr à la fois la construction de l'ossuaire de Douaumont de 1927 qui est rappelée, avec cette photo qu'on a déjà vue, mais dans une autre perspective. Là, cette fois-ci, ce n'est plus uniquement la brutalisation du combat, c'est la construction de la mémoire qui est rappelée, et en dessous, bien sûr, le fameux geste du chancelier Kohl et de François Mitterrand à Verdun en 1984, se donnant la main sur ce qui a été un des champs de bataille les plus horribles de l'affrontement franco-allemand, puisqu'on pense qu'il y a eu 300 000 morts, blessés ou disparus, ce qui est absolument terrifiant. Donc, on est toujours dans cette construction de la mémoire sur laquelle les manuels insistent énormément. À droite, il est possible qu'on ait aussi la construction d'une autre mémoire et qu'on puisse dire en quelque sorte, à travers cette vision de Pétain, de l'image populaire de Pétain qui va être publiée beaucoup plus tard, de montrer que si Vichy a eu lieu, si le maréchal Pétain a pu s'emparer du pouvoir, c'est qu'il a instrumentalisé lui-même, et ses amis ont instrumentalisé le souvenir de Verdun. On ne passe pas, etc. Pétain et ses amis ont joué là-dessus pour imposer un peu plus tard le maréchal. Je n'en suis pas sûr parce que le commentaire n'est pas clair sur le sujet. On peut penser que le professeur va insister sur le fait que Pétain a joué sur son prestige, à la fois celui qui a mis fin aux mutineries et celui, le vainqueur de Verdun. Alors, autre aspect très important, et qui est symbolisé par cette couverture, c'est le rôle des femmes qui est de plus en plus valorisé par les manuels du secondaire. On n'en parlait quasiment pas en 1962, on commence à en parler en 1982. On peut dire que 20 ans après, dans les manuels des années 2003-2007, désormais, on montre l'importance de l'emploi féminin. Les hommes sont au front, eh bien, l'effort de guerre va être pris en charge par les femmes, et on souligne. Et ici, je crois que c'est Hélène Boucher, qui est une aviatrice donc, des années 30, ces symboles, là aussi, un symbole de la promotion féminine, même si, bien sûr, elle est inachevée, puisque, contrairement aux pays anglo-saxons, les femmes n'auront pas le droit de vote après la Grande Guerre. On montre que la Grande Guerre a été l'occasion pour les femmes, donc, de montrer leurs responsabilités, d'acquérir des responsabilités. Alors là, je reviendrai un peu plus tard. Je termine pour l'instant. Dernier point également, dans ces nouveaux programmes qu'on voit apparaître dès 1982, mais que là encore, les manuels des années 2002-2003 vont amplifier, c'est l'idée que la guerre est une affaire économique. On parle déjà de mondialisation de la guerre au sens économique,
Et on emploie même de manière anachronique, mais volontairement anachronique, un terme qu'on a plutôt employé dans les années 70-80 quand on parlait de la puissance soviétique, on parlait d'un complexe militaro-industriel, vous savez, qu'on a parfois repris d'ailleurs pour les États-Unis au moment de George Bush, le fils. Eh bien, on n'hésite pas dans les manuels du début du XXe siècle à parler d'un complexe militaro-industriel appliqué à la Grande Guerre pour faire face aux besoins en matériel, en munitions, etc., pour faire face donc à ces énormes besoins qu'exige la guerre. Donc, nous sommes arrivés au début du XXe siècle. Et j'entame à présent très vite ma dernière partie, parce que je voudrais vous laisser la parole. Et cette dernière partie est consacrée donc au dernier programme qui est appliqué, c'est celui depuis 2011. Et vous avez la couverture de manuel de 2011 qui peut vous paraître totalement anachronique, voire même hors sujet. Puisque sur la couverture, la Grande Guerre n'est absente. L'image du haut montre la joie, la fête dans les usines occupées du Front populaire. C'est une vision donc très consensuelle. Et en bas, vous avez une image, hélas, terrifiante du terrorisme. Nous sommes évidemment avec l'attaque des Twin Towers le 11 septembre 2001. Et vous posez la question, mais que vient faire dans un cours, dans une conférence sur la Grande Guerre, l'attaque du 11 septembre, même si justement elle est importante. C'est que le programme de 2011 a totalement changé la donne. On pouvait déjà le pressentir lorsqu'on lisait les manuels des années 2003-2007. Je vous l'ai dit, la brutalisation, la victimisation des soldats avait pour effet d'effacer pratiquement les chefs traditionnels, d'effacer la chronologie. Désormais, on ne raisonne plus comme dans les années 60 en sections chronologiques, en séquences chronologiques correspondant aux grands moments, aux grandes étapes de la guerre. La Marne, Verdun, l'année 17, 1918. On parle de massacres de masse, on parle de souffrances de masse pendant 4 ans. La chronologie est rejetée à la fin du manuel avec quelques éléments biographiques. Le soldat a pris toute la place et les souffrances humaines ont pris toute la place. On est déjà dans une version transversale et thématique de la guerre. Bien. Le programme de 2011 va en quelque sorte, je dirais solidifier, va en quelque sorte concrétiser de manière officielle, administrative, ce parti pris. Désormais, quand vous ouvrez le manuel Questions au XXe siècle, il n'y a plus de chronologie, mais il y a toute une série de thèmes thématiques qui sont abordés par le professeur avec ses élèves. Et parmi ces questions, il y a la guerre, les tensions militaires, les guerres au XXe siècle. Une guerre qui commence en 1914 et qui se termine le 11 septembre 2011. Et parfois même dans les manuels, vous avez des images où on retrouve cette mise en parallèle de 2 éléments chronologiques. La guerre de 1914 d'un côté, et dans l'autre, on a les forces de la FINUL, les forces de l'ONU en Yougoslavie. C'est volontairement qu'on a télescopé désormais ces 2 moments. C'est-à-dire que quand on va prendre ce manuel du 2011, donc qui est actuellement en usage dans les lycées, c'est un manuel extrêmement récent qui va durer pendant un certain temps. Eh bien, l'élève n'est plus confronté à une chronologie, il est confronté à un XXe siècle qui est totalement occupé par la guerre, la Grande Guerre, la Seconde Guerre mondiale, la guerre froide et les guerres nées de l'effondrement de l'Empire soviétique et de la montée en puissance du terrorisme dont nous avons pu mesurer, hélas, vous l'avez vu il y a quelques jours, les effets terrifiants. Donc c'est une vision totalement nouvelle qui s'impose de la Grande Guerre, entièrement tournée vers les massacres de masse et la victimisation du soldat. Non seulement, et ce sera ma conclusion, je terminerai par là, non seulement la guerre a changé de nature, mais l'interprétation que nous avons désormais de la Grande Guerre a également totalement changé de nature. Et je voudrais terminer par cette image, parce que disait Jacques Marseille, vous connaissez Jacques Marseille par ses travaux universitaires, par ses interventions remarquées dans les médias pour parler de l'histoire. Et voici ce qu'il disait dans le manuel, qui est déjà sur le manuel de 2003, et qui a été évidemment amplifié par 2011. Il écrivait ceci. Dans les tranchées est apparue une forme inédite de sauvagerie de masse, inconnue jusqu'alors. Avec cette Première Guerre mondiale, l'humanité est pour la première fois confrontée au risque de sa propre destruction. Au risque de sa propre destruction. Le terme n'est pas inconnu dans les manuels scolaires. On le retrouvait autrefois. Mais quand on citait cette phrase, c'était à propos de la bombe d'Hiroshima. On disait qu'après Hiroshima, le monde était suspendu à une destruction possible de l'humanité. Désormais, c'est sur la Grande Guerre qu'on a projeté rétrospectivement cette hantise et cette angoisse. Et j'ai bien peur qu'avec ce programme de 2011,
dont tous mes jeunes collègues qui enseignent me disent la difficulté à le faire passer auprès des élèves. Et j'ai bien peur qu'avec ce programme donc, de 2011 et avec ce que nous avons vécu récemment, eh bien, cette angoisse de l'humanité ne cesse de grandir, j'ai peur. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Mavie, c'était vraiment très passionnant. D'ailleurs, en plus, j'ai retrouvé le manuel de première. Le mien, c'était celui avec la croix gammée qui était en 4. Voilà. Est-ce que ces personnes ont des questions? On va essayer que Monsieur Mavie respire un petit peu. Je suis à votre entière disposition pour répondre à toutes les questions portant sur une vision didactique, pédagogique de l'enseignement de l'histoire sur presque un siècle, puisqu'on commence en 1923. N'hésitez pas donc à poser toutes les questions que vous voulez. Merci. Je n'ai pas une question particulièrement sur les manuels, mais ce qui m'intéresserait, c'est peut-être un peu hors sujet, c'est de savoir comment petit à petit les historiens intègrent, par exemple, toutes les archives auxquelles ils n'avaient pas accès auparavant, notamment après la chute du mur, où on a aussi la vision maintenant des historiens russes, sûrement, et qui ont sans doute apporté des éléments importants. Alors, ce que vous dites, alors, ça vaut surtout, non, pour les Russes, ça vaut surtout pour la Seconde Guerre mondiale, parce que mes amis russes me disent que par exemple, la Grande Guerre n'intéresse pas grand monde en Russie aujourd'hui, ni les historiens, ni la population, parce que c'est un désastre. Et c'est un double désastre. Ça s'est terminé par le traité de Brest-Litovsk, qui est un échec par rapport à l'Allemagne, et ça s'est terminé par l'instauration du communisme, dont les Russes ont éprouvé les conséquences pendant quand même presque 70 ans. Donc, mais en revanche, vous avez raison, le rôle des historiens, je dirais que les historiens interviennent à partir des années 90. C'est-à-dire qu'on va voir les concepts dont j'ai parlé, brutalisation, culture de guerre, apparaissent à partir des années 90, quand ce sont les historiens eux-mêmes, j'ai cité le cas de Jacques Marseille, j'ai eu la chance de bien le connaître, c'était un brillant universitaire et c'était en même temps un auteur de manuels scolaires. Et donc ce sont les universitaires qui ont désormais intégré les éléments qu'ils avaient trouvés même dans leur propre recherche dans les manuels d'enseignement secondaire. Ce qui ne va pas sans poser des problèmes, car je suis bien placé pour le savoir. Vous savez que nous avons la chance à Montpellier d'avoir de brillants collègues, je pense à Frédéric Rousseau, qui est un des meilleurs connaisseurs de la Grande Guerre. Et j'ai cité tout à l'heure Stéphane Audin Rousseau. Or, les positions, on a parlé de l'historial de Péronne, ou des positions de Paris, peu importe, mais disons qu'il y a une école autour de l'historial qui développe l'idée que les soldats français ont tenu pendant 4 ans, parce que ça reste encore aujourd'hui un mystère, comment ces hommes ont-ils pu tenir pendant 4 ans dans des conditions épouvantables, inhumaines. Les photos que je vous ai montrées, je crois, sont assez parlantes, sans commentaire. Bon. Donc la réponse de Stéphane Audin Rousseau, à partir de documents d'archives, justement d'études, d'entretien avec des anciens combattants avant leur disparition, quand les poilus sont restés assez longtemps pour qu'on puisse les interroger dans les années 70-80, donc on a un corpus d'histoire orale, on a maintenant accès à la correspondance. Quand on voit les archives, en particulier la correspondance privée des combattants est aujourd'hui publiée, exhumée. Récemment, à Montpellier, on a retrouvé la revue de la Glo, publié des extraits de la correspondance d'un poilu retrouvée par hasard dans un grenier. Donc on a des documents extraordinaires qui peuvent essayer de reconstituer le moral des combattants. Et donc l'idée de l'historien de Péronne, c'est que les combattants, parce qu'ils ont été formés par le Petit Lavis, parce qu'ils ont été formés par des instituteurs patriotes, eh bien, ont été en quelque sorte préparés à ce combat et ont tenu par conviction, par consentement. C'est la version, c'est la thèse du consentement. Et je ne vous cache pas que cette thèse du consentement, quand j'en parle avec mon ami Frédéric Rousseau, qui enseigne donc à Montpellier, qui est un grand chercheur, dont la thèse a porté sur les poilus, les maladies, les blessures, etc., ben lui, il rejette totalement cette idée. Il dit le consentement, oui, ça a pu durer pendant l'année 14, jusqu'à la fin de l'année 14, c'est possible. Mais il dit après, le consentement a disparu. Dans l'horreur, en fait, ce qui a fait tenir les poilus, ben, c'est la contrainte. C'est-à-dire que si tu ne restes pas en première ligne, si tu essaies de partir, de dégager, tu as les gendarmes qui t'attendent à la sortie. Bon. Donc c'est la contrainte, d'après lui, qui aurait permis aux soldats. Alors, on peut avancer des hypothèses aussi qui peuvent éventuellement combiner les deux, c'est possible. Mais si vous voulez, le travail des historiens a avancé, mais en même temps, il ne permet pas d'avoir des convictions. Et dans les manuels de l'enseignement secondaire, j'ai repéré, j'ai été frappé de voir que très timidement, les enseignants qui parlent évoquent les deux théories. Ils disent,
est-ce que c'est par consentement? Est-ce que c'est par contrainte que les poilus ont tenu? Ils ne répondent pas, parce que, honnêtement, moi-même, je ne suis pas convaincu ni par les uns ni par les autres. Donc, je ne sais pas si c'est... Moi, je pense qu'il y a un peu de vrai dans les deux. Bon. Mais c'est un fait que, en tout cas, depuis que les universitaires ont travaillé très sérieusement, on n'en sait plus sur les mutineries. Par exemple, les mutineries, Jules Isaac en parlait en 1938, mais en un mot, il ne disait absolument pas combien de mutins étaient fusillés. Bon, dans les années 60, on parlait d'un petit nombre de 40. Aujourd'hui, on parle de 150 et probablement beaucoup plus. Donc, si vous voulez, l'apport des archives est considérable. La thèse de Pedroncini, qui était une des premières thèses, je crois, soutenues en 1970, au début des années 70 sur les mutineries, a été, dans un premier temps, n'a pas eu d'écho, mais aujourd'hui est constamment utilisée par les pédagogues qui travaillent, surtout quand c'est universitaire, sur la Grande Guerre. Donc oui, le travail des universitaires a été très important, même s'il ne résout pas, il ne permet pas de résoudre ce problème de la vie quotidienne des uns et des autres. C'est un fait que... Et il y a aussi d'autres aspects qui paraissent secondaires, mais j'ai entendu il n'y a pas très longtemps à Brest, un universitaire breton, sur une conférence qui paraîtrait secondaire, mais qui est fondamentale. Comme qu'est-ce que les poilus ont mangé? Qu'est-ce qu'ils mangeaient dans les tranchées? Et il disait, cette idée pourrait paraître saugrenue, mais en réalité, elle explique peut-être pourquoi les Français ont gagné. C'est que les Allemands étaient réduits à la famine. Le blocus anglo-saxon a été tellement fort qu'à la fin, les soldats allemands n'avaient plus rien à manger. Alors que du côté français, ils étaient approvisionnés abondamment. Et que c'est peut-être de là qu'est venue la solution à la victoire. Donc vous le voyez, ce soit sur tous les terrains, on avance dans la meilleure connaissance, sans pour autant résoudre tous les problèmes. Voilà. J'espère avoir répondu à votre interrogation. Et qui n'était pas hors sujet, loin de là, elle est au cœur du sujet. Je crois que monsieur voulait poser une question. Attendez, monsieur, puisque c'est enregistré, monsieur, obligé. Nos propos doivent être enregistrés devant l'histoire. C'était simplement pour vous demander si dans les écoles primaires et collèges, nous avons ce travail sur la forme thématique ou si on revient ensuite à la chronologie ou s'il y a un peu des deux. Alors, parce que là, je crois que c'est les classes terminales. Première, classe de première. Histoire première. LESS. Non, depuis 1982, la Grande Guerre n'est enseignée qu'en première. Avant, c'était la terminale, et à partir de 1982, elle est enseignée qu'en première. Donc, alors, je connais moins bien le sujet pour les classes je dirais que c'est plus chronologique, même si, dans les cours moyens, on s'efforce de montrer aussi, quand même, de manière évidemment plus légère, mais le poids de la souffrance humaine, le poids du combattant. Mais là, il n'y a pas de rapport, disons, avec la recherche universitaire. C'est quand même la chronologie qui l'emporte. Mais ceci dit, même dans le primaire, on a tendance à effacer un petit peu les dates et les personnages. Je vous donne un exemple, ça n'a rien à voir, je sors du sujet, mais par exemple, nous entrons dans l'année 2015, et donc je viens de recevoir le livret des commémorations 2015, on va commémorer Marignan. Bon, je pensais comme tout le monde que Marignan était connu, on m'a dit, mais détrompez-vous. Dans l'enseignement primaire, on ne parle même plus de Marignan, ni même on parle à peine de François Ier pour la Renaissance, mais Marignan a disparu. Donc, même dans le primaire, la chronologie de la Grande Guerre, à mon avis, n'est pas connue, n'est pas suivie. Ce qu'on connaît par contre, c'est bien sûr la souffrance des hommes, probablement autour de Verdun. Verdun est devenu le symbole un petit peu de cette souffrance. Et est-ce que vous avez une opinion personnelle par rapport à cette prise de position où on occulte un peu la chronologie? Moi, je pense que, en me fondant sur ce que me disent mes étudiants, mes doctorants qui travaillent dans l'enseignement secondaire, et ils me disent qu'ils ont beaucoup de difficultés à travailler sur ce manuel de 2011, puisque la thématique a pris le dessus sur la chronologie. Et comme déjà les repères n'étaient pas très nombreux dans l'histoire, si vous enlevez les repères, qu'est-ce qui va rester? Qu'est-ce qui va rester? Moi, je pense que c'est... Je dis pas que... Je trouve que de travailler sur les massacres de masse et mettre en rapport la Grande Guerre et la Seconde Guerre mondiale me paraît stimulant, parce que c'est un fait que le fascisme est né quand même de cette frustration des anciens combattants, on le sait. Bon. Mais à condition quand même de ne pas oublier tout de même le rôle des individus, les soldats bien sûr, mais même si dans le midi ça ne me plaît pas beaucoup, parce que Clémenceau n'a pas laissé un très bon souvenir à cause de 1907, il n'empêche que s'il n'avait pas été là en 1917, l'armée française n'aurait pas tenu comme... Il a vraiment porté à bout de bras cette guerre. Bon. Donc je pense que le rôle des individus, malgré tout, joue un rôle, mais ne serait-ce que parce que Joffre n'a pas considéré qu'il était utile d'avoir des casques pour les soldats, de laisser partir la fleur au fusil, entre guillemets, avec des pantalons Garance, c'est une absurdité totale.
Quand on va dans les cimetières belges, vous avez les massacres, tous les noms qui sont là sont tous des noms de méridionaux qui ont été massacrés par les mitrailleuses en août 14. C'est affolant de voir ça. Et c'est quand même la responsabilité énorme quand même de l'état-major d'avoir laissé faire ça. Bon, sans compter qu'on a accusé les gens du Midi d'être lâches et d'avoir déserté en Lorraine le 5e corps d'armée, ce qui est totalement aberrant, parce que les malheureux, ils ont cédé parce qu'ils étaient totalement pris sous un déluge de fer et de plomb énorme, que l'état-major n'avait pas prévu, tout simplement. Donc moi je pense que c'est pas une mauvaise idée de mettre l'accent sur la souffrance humaine, mais ne pas oublier quand même le rôle des individus. Et puis surtout, ce qui me fait peur, quand même si je suis d'accord, on ne parle pas que de ça dans ce manuel, puisqu'il y a d'autres thématiques abordées, notamment la construction européenne, mais quand même, c'est un thème qui est d'une noirceur totale, puisque, quand même, je reviens à ce manuel des années 60. Bon, la Grande Guerre était la matrice de la Seconde Guerre mondiale. Et vous avez vu qu'on terminait sur la couverture, on avait vu, par les 30 Glorieuses et par la croissance. Donc, il y avait un élément, quand même, d'optimisme qui était abordé. Voilà, c'était la... Pardon, voilà, vous aviez quand même en bas un immeuble moderne qui symbolisait quand même la croissance et les 30 glorieuses. Bon, on sortait d'un cauchemar, mais on avait l'impression de respirer. La construction européenne était en train d'ouvrir de nouveaux horizons. La guerre était derrière nous. L'idée de guerre était derrière nous. Aujourd'hui, est-ce que vous avez un élément dans cette vision, je reviens à la dernière, c'est-à-dire l'attaque des Twin Powers, quand vous avez un thème comme celui de la guerre au XXe siècle, qui ne privilégie que la guerre, et qui termine par le terrorisme que nous connaissons. Excusez-moi, je suis planté. Bon. Enfin, vous avez vu l'image tout à l'heure. Je suis un peu pessimiste sur l'impact que peut avoir cette thématique développée de manière totale. La Grande Guerre, la Seconde Guerre mondiale avec ses horreurs incommensurables, la guerre froide avec ses antagonismes, le mur de Berlin, et le terrorisme pour finir, terrorisme dont nous voyons qu'il est loin d'être terminé. Hélas, nous avons les preuves dans notre propre chair, si je puis dire. Donc, je ne sais pas trop qu'est-ce que les élèves vont retenir de cet enseignement-là. Et mes doctorants me disent qu'ils sont eux-mêmes inquiets, d'abord parce qu'ils ont du mal à enseigner cette histoire-là, et parce qu'eux-mêmes sont inquiets sur l'effet chez les enfants de ça. Déjà que le moral de la nation est plutôt affaibli, qu'est-ce qu'ils vont retenir de ça? Je vous cache pas mon inquiétude. Vous posez notre question? Je suis là pour ça. Merci. C'était pour tout à l'heure au sujet de la motivation des soldats lorsqu'ils partaient en 14 à la Philippe. Est-ce que le courrier de ces malheureux qui, mis à part l'histoire de la censure, ne nous ont pas un petit peu éclairé sur leur motivation? Si, vous savez que Rémi Casals a publié les souvenirs d'un caporal, son nom m'échappe maintenant, voilà, Bartas, qui est un témoignage extraordinaire. Bon, et Stéphane Rousseau avait émis des doutes sur la sincérité, mais il se trompe, parce que Bartas avait le certificat d'études, ce qui à l'époque était très important, écrivait un français châtié. Ces hommes du Midi qui, entre eux, parlent l'occitan, ce qui est leur langue naturelle, ce qui est normal, quand ils écrivent le français, ils écrivent le français qu'ils ont reçu de leur instituteur, qui d'abord est un français sans faute d'orthographe, qui est impeccable sur la forme, et qui permet d'exprimer des sentiments que peut-être, sur le plan de l'émotion, l'occitan ne permettrait peut-être pas. En tout cas, pas au niveau de l'écrit. Au niveau de l'oral, peut-être pas au niveau de l'écrit. Donc, les carnets de Bartas sont extraordinaires, puisque c'est une correspondance qu'il a échangée avec sa famille, qu'il a ensuite, alors, est-ce qu'il a reprise entièrement Rémi Casals, je pense que non, il a dû corriger quelques petits aperçus, mais pour l'essentiel, c'est devenu la matière de son livre. Et moi, je trouve que c'est un témoignage exceptionnel par la sincérité qu'il exprime, par la hauteur de vue. Cet homme est un simple caporal, mais il dit des choses qui ont une portée universelle. Il exprime le point de vue de ses camarades. Il a été en première ligne, il a vu les horreurs, et il sait parfaitement dire ce qu'il faut dire, sans aucun pathos. Alors que quand on voit la littérature de 14-18, bon, il y a Maurice Genevoix, il y a des auteurs extraordinaires. Combien de livres aujourd'hui sont des livres de patriotards qui nous tournent des mains, qui sont nuls? Et Bartas, oui, la correspondance des points de vue est tout à fait passionnante. Oui, ça. Bon, la censure, de toute façon, la censure était vigilante quand il y avait des détails topographiques. Il était interdit de dire où se trouvaient les unités, parce qu'effectivement, ça pouvait nuire à l'armée. Et évidemment, des attaques contre le gouvernement ou contre la politique. Mais à partir du moment où vous racontiez à votre famille ce que vous viviez, la vie quotidienne, etc., ça ne posait pas tellement de problème. Et puis je pense que la censure, elle ne voyait pas tout, donc elle faisait des sondages, et donc la plupart des lettres n'ont pas été lues. Mais oui, la correspondance des points de vue est passionnante. On voit la valeur humaine de ces hommes, et
Et je crois que ça explique aussi le lien qu'il y avait entre la famille et avec les copains. Moi, je pense que la raison, moi je pense que le conflit entre contrainte et consentement, à mon avis, c'est important, bien sûr, mais c'est pas la seule explication. Moi, je pense qu'il y a une autre explication qui est avancée par des sociologues, c'est de dire quand on est avec des copains, on ne laisse pas tomber ses copains. Donc, on fait face. Et cette idée que même si on refuse la guerre, même si c'est horrible, même si on veut repartir chez soi, on ne laissera jamais les copains dans l'expression de la guerre. Et je crois que c'est comme ça que ces gens ont tenu. Parce que d'abord, ils se retrouvent avec des gens qu'ils connaissaient, avec des gens de leur village, etc. Et donc, la solidarité familiale a joué, soit pour les Bretons, soit pour les... Même si à la fin, les unités étaient mélangées, étaient plus mixtes. Mais je crois que c'est ça qui a permis aux soldats de tenir. Ils ne combattaient pas pour d'abstraction la France, l'Alsace-Lorraine, ça c'est faux. Ils se battaient tout simplement parce qu'ils avaient une certaine conception de l'honneur et que des gens du Midi ne devaient pas lâcher, tout simplement, leur donner une mission, ils devaient l'accomplir, et puis c'est tout. Et par rapport aux autres, on devait la faire, et si les copains tombaient, ben, il fallait les aider, les relever, et combattre ensemble. Je crois que le terme ensemble est un peu l'explication, me semble-t-il, primordiale, qui explique tout ça. Le reste n'est pas négligeable, bien entendu. Je suis d'accord. Oui, j'essaye de comprendre donc pourquoi cette évolution et cette approche depuis 2011. Depuis avant, en 82 déjà, vous avez des éléments qui le montrent. Mais disons que ça s'est amplifié, disons, depuis la fin des années 90 et depuis le début du 21e siècle. Il y a une accélération, une amplification. Et, enfin, il me semble qu'il y a deux aspects qui du coup sont mis en évidence. C'est peut-être les ingrédients d'un conflit mondial. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné on arrive à ce type de conflit? Et puis d'autre part aussi un sujet qui est plus que jamais préoccupant, qui est celui de la propagande. C'est-à-dire comment on arrive à convaincre, motiver, etc. Oui, vous avez raison, puisque je vous ai montré qu'à partir de 82, mais avec beaucoup plus d'ampleur par la suite, on montre aux élèves, on fait travailler les élèves sur les affiches de propagande, en montrant leur absurdité, leur réalité. Vous avez vu cette image quand même qui est affligeante de la gamine qui demande à sa mère, achète-moi le Bosch. Déjà, le terme de Bosch, évidemment, est très dépréciatif, pour que je le casse. Un jouet, bon, si elle achète, on pourrait penser qu'elle achèterait la poupée alsacienne, parce qu'elle sera en empathie, puisqu'elle est alsacienne. Non, elle demande qu'on achète le jouet pour casser le jouet. C'est quand même assez extraordinaire. Donc là, vous avez raison, le rôle pédagogique de l'enseignant est de montrer comment on est arrivé là, par ce bourrage de crâne, alors qui ne concerne évidemment que les civils, parce que les militaires, évidemment, le bourrage de crâne, ça ne les concernait pas. Dès qu'on leur montrait ça, ils éclataient de rire, c'était pour eux n'importe quoi. Et d'ailleurs, ils ont fait les concours pendant la Grande Guerre pour désigner le bourreur de crâne. Maurice Barrès est arrivé en tête. Maurice Barrès qui chaque jour dans le Matin de Paris faisait son papier et disait depuis 14, ça y est les gars, on va les avoir, encore un petit effort, on les aura, et racontait n'importe quoi. Et les poilus n'étaient pas dupes et disaient, mais puisque tu es si fort que ça, viens avec nous en première ligne, tu verras ce que c'est. Bon, les poilus étaient furasses quand ils faisaient leur permission, quand ils voyaient dans les journaux qu'on leur montrait des images, pour attirer le Bosch, vous lui mettez de la viande et il arrive, il se rend. Parce qu'effectivement, le blocus avait des effets. Donc, vous lui montrez une tartine de pain, il arrive. Les poilus disaient, mais c'est complètement aberrant de dire ça, c'est pas vrai d'une part. Et c'est pas ça qui va faire arrêter la guerre, c'est pas vrai de tout dans le... Les poilus étaient exacerbés par ce genre de choses. Et alors, ce qui est assez amusant, c'est de voir que Barrès, c'est amusant, pas tellement, Barrès faisait son numéro dans le Matin de Paris tous les jours, il disait on va gagner, ça y est, on les aura. Et dans son journal, il donnait son sentiment qui était d'un pessimisme noir, et qui était beaucoup plus proche de la réalité. Et je préfère le Barrès, pas beaucoup Barrès, mais je préfère le Barrès de son journal, de ses cahiers, parce que là, il dit ce qu'il pense, et qui correspond effectivement à la réalité. On vient de se dire, mais c'est un massacre épouvantable. Dans quel état la France, même victorieuse, sera, ce qui est la vérité. Alors que, mais comment ce même homme a-t-il pu être à la fois aussi schizophrène, tomber dans la propagande la plus éhontée et le sachant, et tenir ces propos qui étaient d'une lucidité qui était digne de ceux des pacifistes les plus extrémistes. C'est incompréhensible. Ou alors, je ne sais pas, il croyait qu'il avait un rôle à jouer, ou je ne sais pas. Enfin, c'est terrifiant de voir parce que là, on touche du doigt vraiment le Barrès propagandiste, bourreur de crâne assumé, et dénoncé comme tel par les poilus. Et puis, dans son cahier, dans les cahiers qui ont été publiés après sa mort,
celui qui parle à cœur ouvert et qui dit des choses qui sont une vérité que les historiens reprennent à leur compte, mais qui ne l'auraient jamais dit en public, évidemment, à l'époque. C'est ça qui est... Donc vous avez raison, oui, la propagande, en effet, et je crois que c'est bien aujourd'hui que les manuels mettent de l'accent sur cette propagande et la dénoncent, effectivement, avec de plus en plus d'ampleur. Oui, on est tout à fait d'accord. Personnellement, monsieur Amavi, je voulais revenir en fait sur la transmission des connaissances par la thématique. Parce qu'il n'y a pas que dans l'enseignement en fait, secondaire, on retrouve en fait les grandes expositions à l'heure actuelle sont traversées de thématiques, et dernièrement, je ne sais plus si c'était pour l'exposition de Vallotton, d'ailleurs qui a participé à la Grande Guerre, ou de Braque. Je me souviens avoir eu une discussion un peu enflammée avec un monsieur qui n'est pas la même génération, parce qu'en fait moi je suis la génération de celle qui déjà n'avait pas de chronologie. Oui, voilà. Et lui, qui trouvait que vraiment que toutes les grandes expositions au Grand Palais étaient au moins bien, puisque en fait elles étaient maintenant traversées par les thématiques. Moi, je trouvais que c'était. Moi, je suis comme vous, oui. C'était bien. Mais en ce qui concerne en fait les enfants, l'espace justement temps. En fait, véhiculer la connaissance sans jamais mettre d'échelle chronologique, vous qui êtes enseignant, et puis donc vous qui voyez justement les pédagogues, est-ce que justement c'est pas non plus aussi difficile, je sais pas comment on peut appeler ça, de manière cognitive, à enseigner sans... Je vais vous répondre par une anecdote. Donc, je n'enseigne pas d'enseignement secondaire, mais j'ai l'honneur d'enseigner en enseignement supérieur, notamment en licence. Nous recevons donc ceux qui ont passé le baccalauréat et qui viennent dans l'université. Bon, je fais un cours sur l'historiographie, c'est-à-dire un petit peu ce que je vous ai fait là, c'est-à-dire les interprétations de l'histoire. Récemment, j'ai fait un cours sur les interprétations de la Révolution française. Donc je parlais de la manière dont on parlait chez les historiens dans les années du XXe siècle de Robespierre. Je sais que Robespierre, c'était à la fois quelqu'un qui est admiré par les uns, Mélenchon le porte au nu, et puis la droite le considère comme un buveur de sang. Bon, et les historiens essaient entre les deux de trouver une solution. Bon. Donc je présentais ça, et j'ai une étudiante qui a levé la main, disant, monsieur, vous nous parlez de l'image de Robespierre, mais qui est Robespierre? Elle m'a dit, ce qui m'a beaucoup frappé, dans l'enseignement secondaire, personne ne nous a fait un cours sur la Révolution en général, ni sur Robespierre en particulier. Donc je me suis rendu compte à ce moment-là que j'étais en train de parler dans le vide, puisque Robespierre, ça disait vaguement quelque chose, comme un paysage flou dit vaguement quelque chose à quelqu'un, mais je me suis rendu compte qu'il a fallu d'abord que il faudrait que, si vous voulez, je me rende compte que quand je fais un cours d'historiographie, je dois commencer d'abord par rappeler qui est le personnage, dans quel contexte il s'impose, dans quel contexte il s'inscrit, avant de commencer à dire qu'après coup, peut-être, on pourrait parler de son image. Je suis sûr qu'aujourd'hui, vous avez une exposition Agde sur Saint-Louis, puisqu'il s'est embarqué pour la croisade, il a fondé Agde. Vous avez une très belle exposition au palais de justice, dans la conciergerie à Paris. Mais là aussi, il n'y a pas énormément d'éléments de chronologie. Je ne sais pas ce que les gens ont de superbes objets. Mais quelqu'un qui ne maîtrise pas le Moyen-Âge, je me demande s'il n'a pas lu Jacques Le Goff, je ne sais pas s'il peut vraiment tirer profit de ces expositions-là. Parce qu'en effet, ça suppose des connaissances en amont que l'enseignement secondaire aujourd'hui, malheureusement, nous sommes d'accord, donne. Et de l'autre côté, si on revient à l'enseignement chronologique, on va passer à côté de richesse. Et je ne sais pas quoi vous dire, parce qu'effectivement, c'est pas... Alors, c'est peut-être aussi pour ça que, parallèlement, dans le monde de l'édition, on voit apparaître tellement de publications, de biographies, de Clémenceau, des généraux, parce que les gens n'ayant plus de repères, se repèrent. Et le rôle de Stéphane Bern, le rôle des émissions, d'ailleurs Stéphane Bern fait des émissions qui sont tout à fait passionnantes, mais qui jouent peut-être le rôle, en définitive, du rôle que jouait l'enseignement autrefois. Peut-être que c'est Franck Ferrand, c'est pareil, c'est possible, je m'interroge. En tout cas, l'anecdote que je vous ai racontée me plonge dans l'embarras parce que je ne sais pas comment souvent réagir, comment faire pour que... Je ne dois pas faire non plus tout le temps un cours au premier degré, sinon j'aurai pas le temps pour faire le reste. Alors, la dernière question, ça sera la dernière question, monsieur Amavi. Alors, merci pour votre conférence qui est très intéressante. Je pense que là, on est passionnante, on est vraiment au fait de la complication de l'acte justement d'enseigner, qui en même temps est d'essayer de faire tricoter par celui à qui on s'adresse pour enseigner des connaissances avec les questions qu'il doit se poser pour se construire en tant que sujet. Et ça m'a vraiment passionné de voir en effet comment cet enseignant a pu évoluer pour passer en effet d'une tentative d'engloutir des connaissances sans vraiment les comprendre ni les construire,
c'était même de la propagande par rapport à ce qui était... voilà. Et ensuite, maintenant, justement, peut-être qu'on tomberait trop dans les questions de construction de sujets. Et qu'il faut trouver justement un équilibre entre conserver les connaissances et continuer à se questionner dans le bon sens. Voilà. Nous sommes tout à fait d'accord. Vous dites l'essentiel, madame, mais le problème, c'est que je n'ai pas de solution. Et je ne sais pas s'il y a de solution. Et j'attends avec impatience, est-ce que ce programme de 2011 va continuer comme il est? Je ne sais pas. Parce que j'ai l'impression quand même que les enseignants rament. Pardonnez-moi l'expression, on peut le dire, mais les échos que j'ai auprès de mes doctorants qui enseignent en sciences secondaires me disent qu'on a vraiment du mal à rendre cet enseignement vivant pour les élèves. Ils ont du mal vraiment avec ça. Alors, on va voir. Tu peux faire discuter, mais on va prendre la question. C'est pas forcément une question, c'est juste un commentaire. Bon, il se trouve que je suis enseignant à la retraite. Et quand j'ai fait le bilan un peu de ce que j'ai connu, moi j'ai enseigné dans le secondaire, il me semble que j'ai connu des périodes de flux et de reflux de l'histoire thématique. Et à plusieurs reprises, il y a eu des tentatives comme ça. Chaque fois, elles se sont heurtées au même problème. Et chaque fois, on a réintroduit après une histoire un peu plus traditionnelle. Et c'est vrai que c'est dommage. Hein. Mais comment peut-on, dans le secondaire, déjà insister à ce point sur une histoire thématique? On voit bien qu'on n'en profite vraiment que quand on a une culture de base. Et comment est-ce que ça n'est pas mettre la charrue avant les bœufs, tout simplement? Là, vous posez, est-ce que j'ai 5 minutes pour... Oui, ça va ici, monsieur. Je peux répondre chez elle? Oui. Voilà. Ce que vous dites, ça me rappelle tout à fait, vous en souvenez des débats qui ont eu en 1979, lorsqu'il y a eu les tentatives d'introduire dans l'enseignement secondaire l'école des annales. Et je me souviens, j'étais à Paris, à ce moment-là, j'étais encore un jeune chercheur, mais à Paris, c'était au Forum des Halles, on avait interrogé Braudel lui-même. Et Braudel, c'était évidemment le pape. Bon, si quelqu'un avait bien incarné l'école des annales, c'était lui. Et il y avait aussi Emmanuel Laurent-Ladurie qui était là. Emmanuel Laurent-Ladurie, c'est qu'il a enseigné au lycée Joffre de Montpellier avant de partir ensuite à Paris. Et Braudel disait exactement ce que vous avez dit. Il avait employé ce terme. Il disait vouloir introduire la longue durée, parce que c'était ça, introduire la longue durée. On allait apprendre, là, c'était pas la thématique, c'était la longue durée. On allait introduire, remplacer la chronologie qui n'a aucun intérêt par l'agriculture depuis l'Égypte jusqu'à nos jours. Bon, là, c'était plus que la thématique, c'était la longue durée. Et Braudel avait dit son effarement en disant, mais il avait employé ce terme, il avait dit, comme vous, on met la charrue avant les bœufs. Il dit, pour parvenir à une histoire des annales, il faut d'abord maîtriser. Et il disait, moi, il rappelait quand même une chose évidente, quand même oublié. Quand j'ai fait la Méditerranée, c'est vrai que j'ai étudié le marchand, etc. Mais il y a aussi une partie sur Philippe II, la Méditerranée, qui est remplie de combats, les pentes, les combats contre les Turcs. C'est de la chronologie pure. Et Braudel savait parfaitement l'écrire. Bon. Et il avait employé cette expression en disant, on met la charrue avant les bœufs, il avait dit, mais c'est comme si on demandait à quelqu'un qui n'a pas le permis de conduire une Formule 1. Il a dit, mais il irait dans le décor. On commence avant de conduire une Formule 1, d'abord par passer son permis, conduire une de chevaux, puis une voiture plus puissante, et si on est assez doué, à ce moment-là, on terminera par faire des essais de Formule 1. Il disait l'école des annales, c'est un peu la Formule 1 de l'histoire. Et la lancer comme ça à des gens qui n'ont pas la culture, qui ne maîtrisent pas, c'est totalement aberrant. Et Laurent-Ladurie avait été interrogé par un inspecteur qui avait dit, mais la chronologie, je me souviens quand j'étais inspecteur, je voyais des malheureux professeurs qui expliquaient l'Égypte, ils montraient une momie égyptienne, etc., avec les bandages, etc., c'était nul. Et Laurent-Ladurie a dit, mais quand j'étais professeur en secondaire au lycée Joffre à Montpellier, j'enseignais l'Égypte. Et ce qui passionnait le plus mes élèves, c'est quand je leur parlais des momies, des bandelettes, etc., ils étaient passionnés par ça, ils en redemandaient. Et l'inspecteur, je ne sais plus quoi dire. C'est vous dire à quel point, comment les maîtres, et je me souviens que d'autres membres, d'autres professeurs qui étaient des représentants de l'école des annales, étaient partis en guerre contre cette idée que l'école des annales pouvait être mise à la disposition de l'enseignement secondaire. Non, ils disaient, il faut passer des étapes. Déjà, moi je le vois dans l'enseignement supérieur, l'école des annales, l'histoire sociale, c'est Pierre Goubert. Pierre Goubert qui représentait, Dieu sait si quelqu'un avait inventé l'histoire sociale, la démographie, l'histoire des paysans, c'était lui. Pierre Goubert, je me souviens, je l'avais vu dans cette séance, il était remonté en disant mais c'est aberrant, complètement aberrant, commençons par enseigner Richelieu, Mazarin, Jeanne d'Arc. Je me souviens que Robert Fossier, qui était quand même un des meilleurs spécialistes de l'histoire sociale au Moyen-Âge, qui est décédé récemment, disait, il avait dit, mais ne pas parler de Jeanne d'Arc au Moyen-Âge, c'est ne rien comprendre au Moyen-Âge. Qu'un élève n'entende plus parler de Jeanne d'Arc, mais de la paysannerie au Moyen-Âge, c'est aberrant. Bon.
Donc, je crois qu'on est parfaitement d'accord, il faut respecter un certain nombre de contraintes. Et moi, je le vois, l'école des annales, je l'aborde non pas en licence, mais je l'aborde avec le master, avec des masters, et encore, avec beaucoup de précautions. Donc, même dans l'université, il faut faire attention. Donc, vous imaginez un séminaire secondaire, il faut être très très prudent. On est parfaitement d'accord, votre remarque est tout à fait pertinente, je souscris entièrement. Merci beaucoup, monsieur Alvier. Alors, bien sûr, vous retrouverez cette conférence, bien sûr, sur notre site.